Vision de l'actualité avec Paolo Dantas. Bilan de la campagne fédérale 2025. Bonjour à tous et bienvenue à Vision de l'actualité. Aujourd'hui, on va prendre le temps de faire quand même le bilan d'une campagne fédérale qui vient de marquer d'une certaine façon l'histoire politique du pays et du Québec aussi, d'une campagne intense, polarisée dans certains moments, plein de rebondissements du début à la fin et qui se conclut avec, oui, la victoire des libéraux menée par, cette fois-ci, Mark Carney. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Parti libéral du Canada, mais aussi pour les paysages politiques canadiens tout entier. Pour analyser les résultats les gagnants, les perdants, les grandes leçons à tirer de cette campagne, nous avons le plaisir de recevoir notre chroniqueur politique, un habitué de l'émission aussi, Philippe Labrec, qui est notre analyste politique, le chroniqueur aussi, et expert invité, le magazine Les Affaires. Avec lui, on revient sur les chiffres, les stratégies, les surprises et bien sûr ce que cette élection nous a dit au Canada aujourd'hui. Restez avec nous, Vision de l'actualité commence maintenant. Élection fédérale. On accueille maintenant Philippe Labrec, notre chroniqueur et notre analyste politique, qui vient nous aider quand même à décortiquer les résultats des élections fédérales, comprendre les grands gagnants, les surprises de la soirée et que cette victoire des libéraux de Mark Carney signifie pour la suite au Canada et aussi pour le Québec. Monsieur Labrec, bienvenue à l'émission. Bonjour. OK. Si on commence par les résultats de façon globale, M. Labrec, avant d'aller dans les détails, on va essayer de décortiquer ça pour nos auditeurs un peu, mais sans entrer dans beaucoup de chiffres. Mais quel était votre premier constat à chaud sur les résultats de cette élection en 2025? La première pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est que le Canada est beaucoup plus proche de l'éclatement qu'on voudrait le croire. Parce que le Parti conservateur a progressé à peu près dans tous les domaines, en termes de pourcentage du vote, nombre de sièges, a percé chez les jeunes, a percé au Québec de mémoire. Le Parti conservateur en 2021 a reçu 16% des voix au Québec, cette fois-ci 25%. Ça ne s'est pas vraiment traduit par plus de sièges, mais ceci dit, c'est une percée significative. Et comme je dis, chez les jeunes en plus, percée en Ontario, pas une grande percée, mais tout de même. Et qu'est-ce que je veux dire par l'éclatement du Canada est plus probable qu'on voudrait le croire, c'est que l'Ouest canadien se perçoit comme étant représenté largement par le Parti conservateur à Ottawa. Mm-hmm. Et la division entre ce qu'on peut appeler la Grande Alliance laurentienne, qui est grosso modo une espèce de corridor entre Québec et Toronto qui porte le Parti libéral au pouvoir presque de façon permanente maintenant, est vu comme étant, pas l'ennemi, mais l'adversaire de l'Ouest canadien ou des intérêts de l'Ouest canadien et de la voix de l'Ouest canadien. Et là, le Parti conservateur a progressé dans tous les domaines et est quand même incapable de l'emporter. C'est vrai, et si on regarde, oui, une victoire, c'est une victoire, même s'ils sont minorité, ils sont au pouvoir, puis c'est un peu ça l'objectif. C'est pas loin de la majorité quand même. Oui, c'est pas loin de la majorité, puis chaque parti, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin, c'est les pouvoirs. Puis ça, ils ont eu. Mais certains aussi, comme vous venez de faire aussi, c'est vraiment décortiquer que les conservateurs, ils ont quand même eu plus de sièges qu'avant. Donc, les chiffres ils ont dépassé les 40%, un nombre de votes toutes. Puis c'est quand même quelque chose. Oui, c'est sûr que M. Poilievre a perdu dans son comté, mais c'est pas non plus la déroute. On voit qu'il y a une certaine, peut-être, si je m'abuse, une certaine tendance vers la droite, si on regarde de façon générale. J'ajouterais le bémol ici que la droite canadienne a peut-être déjà existé au sein de l'Alliance canadienne, qui était beaucoup plus à droite, qui n'existe plus, là, qui était absorbée par le Parti conservateur, ou même le Parti réformiste, qui était peut-être pas très à droite au niveau des valeurs, comme on dit aujourd'hui, là, philosophiquement, mais qui était au niveau comptable et fiscal quand même très à droite, et qui, bien sûr, encore une fois, était le Bloc québécois de l'Ouest canadien, si on peut dire, le Reform Party, qui, encore une fois, qui était absorbé par le Parti conservateur. Et tout ça pour dire que le Parti conservateur aujourd'hui est centre-droit, mais plus proche du centre que de la droite. Ce qui veut dire que, j'ai envie de dire, c'est ma critique du Parti conservateur aujourd'hui, c'est que c'est devenu un parti
populiste comptable, dans le sens qu'il parle de fiscalité et qui nous promet moins d'impôts, ce qui est très bien, là, mais ce qui est philosophiquement quand même assez restreint. Okay. Et donc, il n'y a plus l'élément philosophique conservateur profond au sein du Parti conservateur. On la trouve moins. Ouais, après, c'est peut-être un choix stratégique électoral du parti qui s'est dit on veut gagner, et donc peut-être il faut se rapprocher du centre et parler de choses qui sont plus concrètes dans la vie des gens, donc notamment le coût de la vie, la fiscalité étouffante, la réglementation étouffante, le prix de l'essence, ces choses-là. Et donc, ça a quand même réussi, là. Comme j'ai dit, le Parti conservateur a progressé dans tous les domaines sans nécessairement l'emporter. Mais il y a plus tellement de vraie droite au Canada, j'ai envie de dire. Ceci dit, ça semble fonctionner et vu qu'il n'y a pas vraiment de droite à droite du Parti conservateur, ben, tous ceux qui sont plus à droite du Parti conservateur vont se retrouver dans... Ouais, il y a Maxime Bernier, là, mais c'est plus ou moins crédible, vont quand même se retrouver au Parti conservateur. Donc, est-ce qu'une droitisation... j'ai envie de dire chez les jeunes, oui, parce qu'on le voit, le Parti conservateur a progressé chez les jeunes au Canada, ce qui est en concordance avec ce qui se passe aux États-Unis, avec Trump en France, avec l'Assemblée nationale, avec même Meloni en Italie. Grosso modo, la jeunesse là, que je qualifie à peu près comme étant né dans les années 80-90, se sent délaissé par le système actuel. Et on voit que les personnes plus âgées votent pour le statu quo, ce qui est quand même assez logique. Dans ce cas-ci, le Parti libéral, en France, ça veut dire qu'ils vont voter pour Macron, etc. Mais là, il y a clairement une confrontation qui se dessine entre ces classes d'intérêt qui semble être l'espèce de confrontation des générations dont on parle depuis un certain temps, qui est assez vrai à mon avis, et là qui se reflète électoralement parlant, et mais qui est pas suffisante, si on peut dire, pour l'emporter. Les conservateurs ont progressé chez les jeunes et ont quand même perdu. Et selon vous, avec tout ce contexte qu'on a aujourd'hui, qu'on voit vraiment que... c'est drôle parce que si on regarde les chiffres, ça fait 3 mois, c'était presque la déroute complète des libéraux et un gouvernement plus que majoritaire pour les conservateurs. Selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur des libéraux de Mark Carney? Autre, parce que oui, on a vu tous les contextes économiques, mais est-ce que cette élection, selon vous, est un peu comme une vote par rapport juste contre Trump? Ils ont réussi à dire, écoute, c'est Trump, c'est ça qu'il va falloir battre. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont penché tellement la balance en faveur des libéraux, selon vous? Ouais, je pense que l'analyse est partagée par presque tout le monde, là, que oui, Trump a pesé très lourd sur les élections, sur les intentions de voix. Et on s'est rendu compte, du moins, ce qui me semble être... c'est un constat, du moins, là. Il a pesé moins qu'on pense, à part au Québec. Dans le sens que les maritimes, somme toute, n'ont pas donné beaucoup plus de sièges aux conservateurs, mais ont quand même appuyé les conservateurs plus que lors des élections de 2021. Même chose pour l'Ontario, même chose pour l'Ouest, à part le Québec. C'est grosso modo 10 sièges au Québec là, qui ont passé aux mains des libéraux. Et les libéraux sont allés un peu aussi, beaucoup en fait, gruger le NPD. Les quelques sièges de NPD. Le NPD a un peu payé le prix de son alliance avec les libéraux. J'imagine que l'électorat du NPD, qui était pas nécessairement très à gauche, se sont dit pourquoi voter pour un parti qui va de toute façon s'allier avec l'autre parti de centre-gauche. Donc, le NPD, c'est un peu le baiser de la mort en ce qui a trait au libéral et le NPD. Et là, ils payent le signe, on paye le prix, le parti en paye le prix. Paradoxalement, ils sont dans la même position, ce qui veut dire qu'ils ont encore la balance du pouvoir. Mais je crois que, somme toute, c'est vrai que Trump a pesé lourd et a permis à Carney de l'emporter. Je ne sais pas si Carney l'emporte sans Trump. C'est un univers alternatif dans le sens où c'est la politique fiction. Il faudrait s'imaginer ce qui se serait passé sans Trump. Est-ce que la déroute totale de Trudeau vers la fin de son règne se serait continuée sous Carney? Si on en vient à la réponse que non, faut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'élections au Canada ou on devrait simplement toujours donner le pouvoir au Parti libéral et à Trudeau? Parce que si l'électorat a encore choisi le Parti libéral après la déroute de Trudeau, c'est comme si on nous disait, faut simplement que le Parti libéral change de chef une fois de temps en temps, mais sinon on va toujours voter libéral de toute façon. Il change des chefs vraiment dernière minute. Parce que je trouvais vraiment intéressant quand M. Carney et les libéraux disaient « je suis les changements ». C'est comme... Oui, dans les discours, on comprend les stratégies de marketing, mais c'est la même chose. C'est les mêmes ministres, c'est les mêmes stratégies, c'est les mêmes... Écoute, c'était quand même incroyable de voir comme c'était... Mais ça n'a pas marché au Ouest, parce qu'on a vu que les conservateurs ont gagné, mais c'était vraiment le Québec qui a permis
les libéraux encore, mais on va parler plus en avant, mais c'est quand même drôle de voir que, tandis que l'Ouest et l'Ontario a bloqué les libéraux, le Québec, peut-être à cause de M. Trump, a dit non, on va encore donner un 4e mandat aux libéraux. C'est vraiment, écoute, c'est vraiment difficile à comprendre, ça. Ben, je crois que dans l'Ouest et même en Ontario, on se retourne vers le Québec puis on leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites? » On essaye de les sortir de toutes les façons possibles et vous les maintenez au pouvoir. Et on rajoutera la critique, si on peut dire, de Carney qui semble pas du tout en diapason avec les intérêts québécois. Là. Ouais. Il a dit non à tout. En gros, il a dit non à tout jusqu'à maintenant. En ce qui a trait aux demandes venant du Québec, principalement dans le cadre du Bloc québécois, mais là, bien sûr, bientôt, ça va venir de la CAQ et peut-être même du Parti québécois. Et on s'attend à ce qu'ils disent non à tout. Et on peut pas croire que les Québécois... C'est la grande couronne montréalaise. Est-ce qu'on dit les Québécois? Peut-être Trois-Rivières aussi qui ont élu une libérale d'une façon un peu bizarre. 46 voix de différence quand même. C'est quand même des... En tout cas, c'est un peu la marge d'erreur qui comptait pas. Parce que, en tout cas... Mais c'est difficile de comprendre aussi... Parlons de stratégie. Parce que quand on dit... OK, chaque parti qui vont commencer la campagne, on fait leur stratégie. Quand on regarde, comme vous étiez en train de mentionner, les stratégies libérales durant cette campagne, la première chose que M. Carney a fait, c'est de désassocier complètement de Trudeau. Ça, c'était vraiment intéressant de voir. Il dit, non, je ne suis pas lui, il n'est pas intéressé en l'économie. Moi, il a fait ça la première fois. Puis encore là, quand on parle du Québec, je me pose la question, va-t-il vraiment être un allié du Québec? Parce que oui, les deux hommes, même si Legault, M. Trudeau, M. Legault disait cette semaine, OK, il a un profil économique, j'aime ça, mais vous avez mentionné sur plusieurs questions, il avait dit non au Québec, si on parle d'immigration. Les Poilievre des conservateurs avaient dit, moi, je vais donner plus de pouvoir au Québec. Mais ils ont choisi les libéraux. M. Carney a dit, moi, je vais contester la loi 96 dûment approuvée par... Il dit qu'il va contester. Donc, c'est difficile. J'imagine que les gens qui regardent des autres provinces disent, comment que, si tu avais quelqu'un qui était prêt à collaborer davantage avec votre province, le Québec a choisi quand même d'aller vers... Quand même, c'est un inconnu. Oui, on connaît son CV, on connaît... Mais c'est une promesse. Ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser. Est-ce qu'il va être vraiment un allié pour le Québec? En cours, j'ai envie de dire que non. Comme vous l'avez dit, il a dit non à peu près jusqu'à maintenant à toutes les demandes qui pourraient être interprétées comme représentant les intérêts québécois. Donc, la réponse courte à votre question est que non. Après, la réponse plus longue, c'est qu'on rentre dans la psychologie électorale de l'électeur moyen. Je prendrai le cas de... Son nom m'échappe. Sur la rive sud, d'un candidat libéral qui a défait Denis Trudel du Bloc québécois. Nathilien Joseph. Oui, qui apparemment n'a pas fait campagne, qui n'a pas un profil particulièrement attirant non plus, qui avait eu ses déboires en ligne, là, que je lui reproche pas personnellement parce que c'est stupide de ne pas avoir tout effacé, mais bon, l'Internet est ce que c'est, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça semblait pas être un candidat sérieux et les électeurs l'ont quand même choisi en remplacement d'un candidat qui était quand même là depuis un certain temps, qui me semblait être quand même plus crédible. Donc, on voit que l'électeur... quand je dis c'est une question de psychologie électorale de l'électeur moyen et collective en même temps, c'est un peu ça. Il n'y a pas de réponse claire, à mon avis. C'est difficile de dire... Tu sais, les gens votent avec leur cœur, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je crois qu'ils votent par leur peur aussi, et donc ils vont voter plus pour une bannière que pour un candidat. C'est vraiment en question la légitimité, je l'ai déjà fait ici même, là, mais du système électoral canadien, mais c'est quand même vrai de tous les systèmes électoraux. Là. On peut pas comprendre rationnellement tous les choix des électeurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au Québec? C'est difficile à dire. On a le gouvernement qu'on mérite, on a le gouvernement qu'on voulait, semblerait, qu'on regarde le résultat des élections, je crois, en termes du vote populaire et de la constitution de la Chambre, est assez, se correspond relativement bien pour une rare fois, là. Donc, de ce côté-là, au moins, on a eu démocratiquement ce qui me semble être une chambre qui est relativement représentante du choix des Canadiens et des Québécois. Après, on verra ce que ça a donné pour les Québécois. Là, c'est ça à dire. Oui, mais vous mentionnez les cas parce que pendant la campagne, parce que moi, j'ai suivi vraiment cette cas de la Rive-Sud. C'est pour ça que je me rappelle le nom, c'est Nathilien Joseph, le candidat libéral. Mais lui, il n'a pas fait campagne. Puis je me rappelle des échanges sur les réseaux sociaux, M. Trudel, le candidat du Bloc, qui a dit, écoute, on avait un débat, il n'était pas là. Et les gars, il faisait pas de porte-à-porte, selon M. Trudel aussi. Les gars, ils n'allaient pas dans la radio de la Rive-Sud. C'est comme,
et les gens ont voté quand même. C'est quand même représentatif. C'est intéressant de voir que, on va se le dire, c'était un candidat poteau. Hein. Je me rappelle un peu à Mme Brousseau, à l'époque d'NPD aussi, il dit, on a besoin de quelqu'un, on va mettre sur le poteau, puis quand elle a gagné, elle était à Vegas, elle savait même pas que... Donc, lui, c'est un peu la même chose. Ça a l'air que, selon, je lisais sur les journaux là-bas, il disait que personne ne voulait se présenter. Il dit, il a levé la main, ça va être toi, puis ça donne qu'est-ce que ça donne avec les contextes. Mais parlons de stratégie, continuons sur les stratégies, parce qu'il faut qu'on parle quand même les stratégies des partis conservateurs. Parce on avait mentionné, que tout le monde disait on voyait dans les chiffres qu'ils avaient vraiment une très bonne avance dans les sondages. Mais qu'est-ce qui a cloché vraiment selon vous? Parce qu'il y a des gens qui rapprochent, une chose que des gens ont beaucoup parlé, c'est que Poilievre était comme un one-man show, puis il n'avait pas de ministres, des probables ministres, il n'avait pas de candidats derrière lui. C'est sûr qu'il n'a pas beaucoup parlé aux jeunes, il a augmenté la députation, mais est-ce que cette stratégie de tout recentrer sur un homme seulement a peut-être préjudiqué ou compliqué un peu la campagne? Il n'a pas non plus... vous avez mentionné la dernière fois qu'on avait une chronique, je me rappelle que vous avez mentionné la difficulté d'adaptation. Il avait l'air un peu déconnecté de la réalité, tandis que les libéraux parlaient « OK, économie, Trump, l'ennemi, l'invasion, là. » Lui, il continuait avec ses slogans « axe des taxes, il réduit les crimes ». Est-ce que, selon vous, cette stratégie de Poilievre a un peu compliqué aussi sa campagne? Sa campagne était la bonne dans l'axe que j'ai mentionné, conservateur comptable ou populiste comptable, je devrais dire, dans le sens où il parlait des choses qui affectaient les Canadiens au quotidien, ce qui me semble logique, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ceci dit, le contexte sous Trudeau et après Trudeau avait changé, c'était deux contextes différents, et une fois que la menace existentielle de Trump envers le Canada plombait sur la campagne, je l'avais dit ici même, là, à mon avis, Poilievre et les conservateurs auraient peut-être dû pivoter vers une stratégie qui se basait sur l'identité canadienne profonde. Et là, je me répète, je le dis souvent à différents endroits et par écrit, là, mais revenez à Diefenbaker qui avait, à mon avis, mis le doigt sur l'identité anglo-canadienne réelle, qui est un certain attachement conservateur à la couronne britannique et aux racines britanniques du pays. Est-ce que c'est encore possible? Peut-être que non, par contre. Ceci dit, Diefenbaker avait compris que c'est ce qui distinguait le Canada des États-Unis. Trudeau avec son post-nationalisme et Carney qui incarne tout ça, puisque lui-même, trois citoyennetés, je crois, qu'il a même travaillé à l'étranger pour un pays, l'Angleterre, qui est un pays ami, mais qui est quand même un pays étranger, représente tout ça. Les conservateurs auraient pu sauter sur la question de Poilievre le premier et marteler la chose, à quel point Carney n'était pas apte, peut-être, d'un point de vue électoral, à mener des négociations existentielles pour défendre un pays qui, pour lui, est peut-être juste son pays de naissance et rien de plus. Ils ne l'ont pas fait. La question identitaire qui passe par la question immigrationniste aussi fait peur au Parti conservateur aujourd'hui là, comme la peste. Et il n'y touche pas. Et pourtant, c'est anecdotique, mais quand on passe un peu de temps à lire les commentaires en ligne, ou on écoute la radio anglophone, on écoute ceci, on écoute cela dans le reste du Canada, on se rend compte que les craintes liées à l'immigration et l'identité au Québec se reflètent au Canada anglais d'une façon différente, mais elles se reflètent. Mais pourtant, personne presque en parle. Et, notamment les conservateurs qui ont très peur d'en parler. C'est quand même étonnant. Moi, je m'attendais que la question de l'immigration elle serait comme pas la question de l'autre, mais une question... Ça aurait pu être la question de l'autre, mais presque personne n'a parlé de ça. Ça a été inaudible. C'est incroyable. Les libéraux n'ont pas intérêt à parler. Parce que c'est dans leur intérêt soit de taire la chose, ou soit de nous dire que c'est la meilleure chose depuis le pain en tranche. Ils vont pas aller là-dedans. C'était aux conservateurs d'amener ça de l'avant et de dire, écoutez, là, en bonne partie, il y a plusieurs mots MAUX au Québec qui sont le résultat de politiques d'immigration, pas les immigrants eux-mêmes, mais les politiques d'immigration abusives qu'on vit depuis 10 à 15 ans. Là, il est peut-être temps de réduire drastiquement pendant une certaine période l'immigration pour qu'on puisse se stabiliser. Jamais ce qu'ils l'ont dit. À ce que je sache, moi, ils n'ont presque jamais dit. Personne ne va toucher. Même que Poilievre, de mémoire, a dit, peut-être pendant le débat, il dit on va construire des maisons pour les nouveaux immigrants qui vont arriver. J'avais envie de dire, ils vont pas voter pour toi, ils sont pas encore ici, de un. Et de deux, les Canadiens qui sont ici, qui ont de la difficulté à se loger, se disent, mais attends, t'es en train de me dire que tu vas en construire pour des gens qui sont même pas ici encore, et moi, j'en ai besoin. Il avait fait un lien entre le nombre de maisons disponibles et le nombre de gens qui voulaient. En tout cas, ça, c'est notre chose. Le lien s'explique logiquement. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais ceci dit, ça n'a aucun sens de dire ça. Je veux dire, il y a une dissonance incroyable dans une phrase comme celle
celle-ci. Là. NPD, écoute, on avait parlé aussi, ça a l'air que ça pourrait être vraiment la dernière campagne de M. Singh. M. Singh aussi, il est NDP que j'ai trouvé que, je sais pas comment qu'ils ont, c'est sûr qu'ils ont réussi à sortir certaines politiques par rapport avec les libéraux, mais ils n'ont rien profité de l'engagement qu'ils avaient avec les libéraux, puis ils sont vraiment, selon moi, un des grands perdants de cette campagne parce qu'ils se sont alliés aux libéraux. Les libéraux, quand ils ont changé pour Mark Carney, ils ont monté vraiment tout stratosphérique. L'NPD est fini avec 7 députés. C'est comme, même son chef est parti, c'est comme incroyable aussi. Son stratégie, c'est peut-être pas à revoir. Et j'ai pas fait l'historique des gouvernements de coalition, à savoir qui paye le prix électoralement parlant entre, disons, le parti majoritaire et le parti junior, mais j'ai l'impression que les partis, disons, qui détiennent une petite quantité de sièges, qui s'allient avec un plus grand parti pour former un gouvernement de coalition, que ce soit ici ou au Royaume-Uni d'ailleurs, en général payent le prix, disparaissent assez rapidement après. C'est un peu le baiser de la mort. C'est ça. Et donc, je crois que le NPD c'est dit, on va peut-être pouvoir forcer les libéraux à adopter tel ou tel projet, notamment en ce qui a trait aux soins dentaires. Et ils ont réussi à faire adopter la chose, mais électoralement parlant, ça les a tués. Leçon peut-être à retenir, mais là, avec ils ont 7 sièges, je crois, oui. Ils ont encore la balance du pouvoir. Donc, même s'ils ont perdu beaucoup de sièges, notamment aux mains des libéraux, ils vont sûrement être capables d'exercer une certaine influence au sein d'un gouvernement qui risque d'être un gouvernement de coalition entre le Parti libéral et eux-mêmes. Ceci dit, ils vont être tellement juniors, si je peux dire, dans cette alliance, que les libéraux vont leur dire à peu près quoi faire. Mais il n'y aura plus de différence réelle entre les deux. Mais je pense aussi que le prochain chef ou la prochaine chef va penser 2 fois plutôt qu'une avant de se réallier avec les libéraux en voyant les passés récents historiques. Je ne pense pas qu'ils vont aller dedans. Pour finir, au niveau des stratégies, le Bloc québécois quand même a réussi à se démarquer. Mais la stratégie du Bloc, surtout de M. Blanchet à la fin, quand il a vu qu'il n'avait pas de choix vraiment, qu'il allait être vraiment pour les libéraux, quand il a décidé de valider quand même M. Carney en disant il a comme annoncé puis qu'il savait être M. Carney puis on est prêt à collaborer avec, peut-être c'est ça aussi qui a tourné certaines personnes, dire tant qu'ils votaient pour les Blocs, je vais voter pour les libéraux. Donc c'est ça qui, comme vous avez mentionné, la Rive-Sud, c'était vraiment, il y avait plein des comtés qui appartenaient au Bloc, qui sont tous passés comme M. Trudel, M. Alain Terrien, qui étaient là aussi depuis longtemps, sont tous tournés vers les libéraux aussi. Et c'est sûr que la question de l'indépendance, dans le contexte de la menace existentielle américaine, devient quasiment secondaire, j'ai envie de dire, du moins temporairement, dans la perspective de l'électorat ou d'une bonne partie de l'électorat. Ceci dit, je crois que Yves-François Blanchet et le Bloc ont bien fait dans le contexte que je viens de mentionner. Ceci dit, ont peut-être confondu tactique et stratégie. Et là, à la fin de la campagne, Yves-François Blanchet, ou du moins son entourage, ont adopté justement la posture où, en gros, ils ont validé que Carney allait devenir premier ministre. T'es pas supposé dire ça avant la fin de la campagne. Attends les résultats. Tout le monde était étonné. Tout le monde en parle. Il dit, tout le monde était comme, oui, mais c'est même pas encore commencé les votes. Ça, je pense, ça a été une erreur, mais il a confondu tactique et stratégie dans le sens où il s'est dit en fin de campagne, j'ai peut-être gagné quelques sièges si j'adopte cette tactique. Mais stratégie, c'est un objectif global à long terme. Fin, ouais. Il minait le projet souverainiste de 1 et son propre parti de 2 à moyen ou long terme. Je pense que la critique de Paul Saint-Pierre Plamondon était la bonne. Il dit, même si j'ai tout fait pour l'aider le Bloc, parce que de toute évidence, c'est les mêmes personnes, le Bloc et le PQ, je ne pouvais pas aller plus loin qu'une certaine limite, parce que quand on commence à valider Carney, qui, comme on le dit, anti-Québec, ou du moins ne représente pas du tout les intérêts du Québec, je vais quand même pas faire campagne pour lui rendu là, parce que tu viens de le nommer premier ministre, ou presque. Tu viens d'avouer, OK, écoute, on va être bien avec lui, puis c'est lui qui nous attaque. Donc, je pense qu'il y a eu confusion. Je crois qu'il a essayé Yves-François Blanchet et le Bloc ont fait ce qu'ils pouvaient, ou ce qui leur semblait logique à court terme, mais je pense qu'ils se sont nuits à long terme et ont peut-être même nuit à l'image du Bloc. On verra aux prochaines élections qui risquent d'être dans 4 ans, que les choses vont se changer. Parce que ça renforce un peu l'idée que les gens s'y posent. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ça sert à quoi les Blocs? Donc, comme M. Blanchet, il fait cet aveu. C'est comme les gens vont dire, j'ai pensé ça, c'est vrai. Même M. Blanchet dit que c'est mieux. Bon, tant que voter pour les génériques, je vais voter dans les originaux parce que c'est quand même... En tout cas, je pense que le Bloc est allé un peu trop à gauche. Mais pour finir, M. Labrec, pensez-vous que M. Poilievre doit rester ou il doit quitter?
vu qu'il a perdu son siège, c'est difficile. Comme j'ai dit, les conservateurs ont progressé dans tous les domaines, donc j'ai envie de dire qu'ils devraient rester. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de certaines choses à changer, il n'y a pas une amélioration à mettre de l'avant. Faudra voir s'il est capable de maintenir la confiance de son parti. Mais vu qu'il a progressé dans tous les domaines, et je crois que son discours populiste comptable est le bon, mais il faut y rajouter une couche de conservatisme réel, social, si vous voulez dire, des valeurs, là, comme on dit. J'aime pas le terme, mais bon, les gens comprennent ce que ça veut dire. Je crois que s'il est capable de faire ça, et que dans l'opposition pour dans les 12 prochains mois, il devient ou il reste efficace comme il a été pendant sous Trudeau. Avec peut-être un changement des temps aussi, parce que il était reproché, ou vous pensez qu'il devait continuer tel quel? Je suis pas de ceux qui croient qu'il est très à droite. Comme j'ai dit, c'est un populiste comptable. Il y a un certain ton, mais il nous parle de choses concrètes comme le coût de la vie, le coût de l'essence. C'est pas particulièrement dangereux, là, pour être franc. Je crois que c'est plus l'appareil médiatique qui veut le dépeindre comme étant pareil, une espèce de médiatique, monstre. je pense plus du Québec, parce qu'ailleurs, ça ne semble pas dérangé, mais ici, les gens sont plus, je dirais, les mots sensibles. Ah, mais parce qu'ils parlent comme ça, mais tandis qu'ailleurs, les gens disent, écoute, c'est la politique, c'est un sport de contact quand même, donc. Exact. Non, il faudra voir, mais a priori, je dirais que non. Je dirais qu'il doit essayer de rester. Après, peut-être le parti va vouloir le sortir, là, ça c'est une autre chose. Mais je crois qu'il doit rester pour l'instant parce qu'il est quand même à la porte du pouvoir. S'il y a quelqu'un qui peut réussir en ce moment pour les conservateurs, c'est lui. Même si c'est un échec, une victoire en même temps à la dernière élection. Comme j'ai dit tantôt, à cause que les résultats sont quand même pas mauvais, mais il a quand même perdu. Tu sais, O'Toole était dans une position très, très largement désavantageuse. Bon, il était sorti. Harper, même à la fin, c'est un peu fait montrer la porte, si on fera. Mais aucun des deux qui était... Harper a quand même formé le gouvernement, là. Mais il y a personne chez les conservateurs depuis Harper qui a eu autant de succès que lui. Qui d'autre au sein du parti pourrait faire la même chose en ce moment? Personne. Il faut qu'il reste, c'est ça, pour le bien du parti. Monsieur Labrec, merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci à vous. Philippe Labrec, auteur, chroniqueur et expert invité pour les magazines Les Affaires. Voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé notre bilan politique. À la régie, Daniel Fortin, je suis Paulo Dantas. Merci de votre écoute et je vous invite à rester à l'antenne des Radio VM. Et nous, comme toujours, on se retrouve vendredi prochain pour analyser l'actualité avec contexte, équilibre et un ton unique.